L'alpinisme lui doit beaucoup. L'oubli d'Albert Smith serait une injustice. Son palmarès alpin le place certes loin derrière Whymper ou Mummery. Après tout, il ne fut pas véritablement alpiniste. Faire la 36e ascension du Mont Blanc ne représente pas un exploit rare. Et preuve que l'événement n'a rien d'exceptionnel, le jour même de sa réussite, une autre cordée arrive au sommet. Les qualités d'Albert Smith sont ailleurs. Il avait une véritable passion pour le Mont Blanc. Mieux qu'aucun autre, il parvint à attirer l'attention d'un large public vers la haute montagne. Sans doute est-ce la sincérité de sa passion qui emportait la conviction, son honnêteté aussi. Il ne dissimule sa joie d'être en montagne derrière aucun prétexte scientifique. Il dit que l'essentiel a été fait par Saussure en 60 ans auparavant. Albert Smith est né en 1816 et à l'âge de 9 ans, il reçoit en cadeau un petit ouvrage, Les paysans de Chamonix. Ce livre raconte entre autres l'accident du docteur Hamel au Mont Blanc qui à l'époque avait bouleversé l'opinion. Très jeune, il dévore les récits d'ascension au Mont Blanc du capitaine Markham Sherwill, du docteur Clark ou d'Ogre, qui forge sa fascination pour la haute montagne. Il apprend le français pour traduire Saussure et par compléter ses études médicales à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1838. Cette même année, il fait sa première visite à Chamonix, celle d'un étudiant fauché. Il a 12 livres en poche qui rêve de se louer pour un porteur à une caravane qui partirait au Mont Blanc. Espoir vain, il se contente du Mont-en-Vert et de la mer de glace. Rentré en Angleterre, il exerce la chirurgie, métier de son père, pendant 3 ans, mais dans le même temps, il multiplie les conférences sur les Alpes qu'il illustre de ses propres dessins. Il est difficile à définir, hein, cet Albert Smith, à part sa passion pour Mont Blanc. Oui, c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est sa passion pour Mont Blanc et cette passion qu'il a su transmettre en fait. C'est vraiment la particularité d'Albert Smith, c'est qu'on le verra après, mais ce récit qu'il fait, il n'en fait pas simplement un récit, il en fait un spectacle. Et c'est un spectacle qui va se jouer à Londres entre 1852 et 1858, qui va toucher des centaines de milliers de personnes. Il va y avoir 2000 représentations en 6 ans. Et donc, voilà, la force d'Albert Smith, c'est d'avoir su transmettre sa passion pour le Mont Blanc à un très large public, à une époque déjà ancienne, à une époque où venir à Chamonix et faire le Mont Blanc, ça ne se faisait pas comme ça. Là, ils disent que c'est la 36e ascension, on n'est pas tout à fait sûr de... On est sûr de rien pour l'ascension. On a eu 42, on a eu 56, Ah ouais. donc on ne sait pas très très bien quel est son chiffre. Moi, je me suis demandé si c'était pas peut-être parmi les Anglais qui étaient 42e, je ne sais pas, il faut vérifier. Enfin, c'est 60 ans après Saussure quand même. C'est 60 ans après Saussure. Il y a pas eu tant d'ascension que ça quand même. Il y en avait, En 60 ans. Il y en avait quelques-unes et surtout elles avaient été faites avant tout pour des raisons scientifiques. Le prétexte était une raison scientifique. Imaginer d'aller au Mont Blanc pour se faire plaisir, ce n'était pas du tout une idée. Et d'ailleurs, on reprochera après à Albert Smith d'avoir présenté l'ascension du Mont Blanc comme du loisir. Et ça, c'était le premier qui faisait cette ascension du Mont Blanc sous forme de loisir. Voilà, c'était de plaisir. Il a été la transition entre, à l'origine, toutes les ascensions, c'était un prétexte. Hein, on prenait un baromètre, un thermomètre, on avait toujours un prétexte scientifique pour faire l'ascension du Mont Blanc. Et lui, bah non. Mais le prétexte scientifique, c'était pas pour des moyens financiers, c'était... Non, c'était par une curiosité. Je pense qu'il y avait une grande curiosité de connaître un petit peu le Mont Blanc, d'en connaître son altitude, de savoir où était la rétraction de l'air. On faisait bouillir de l'eau à plusieurs niveaux pour essayer de voir à quelle vitesse l'eau pouvait bouillir au fur et à mesure que l'on montait. On mesurait l'altitude, on mesurait on avait un baromètre. Donc c'était ça, c'était avant tout rapporter des connaissances scientifiques sur le Mont Blanc. Et lui, bah, lui, je veux faire plaisir, je veux monter là-haut et c'est avant tout ça. Pourtant, c'est un scientifique, il est chirurgien. Hein. Oui, mais il n'a pas travaillé longtemps. Il n'a pas politique, il est manuel. Ouais. Il est plus manuel. Mais je vais lire un petit passage quand même, toujours du traducteur par rapport à cette diapo. Donc, il loua une salle, l'Egyptian Hall, dans le centre de Londres, et pendant plusieurs années, il présenta à des foules nombreuses un spectacle sur son ascension et sur le Mont Blanc. Ce récit attira des quantités de curieux,
Il y eut par exemple 193 754 spectateurs en 1852. Recette 30 000 livres, une véritable fortune. Cette attraction devait tourner plus de 6 ans et faire l'objet de plus de 2000 représentations. Elle consistait en un diorama projeté sur une scène décorée d'un chalet en carton, donc c'est ce qu'on voit, et de nénuphars en zinc flottant sur un abreuvoir. Typiquement chamonniard, ça. Au cours des années, l'animation se perfectionnera avec un couple de chamois capturés par l'un de ses guides, plusieurs chiens Saint-Bernard, de jeunes chamonniardes en costume bernois. Et l'histoire de l'ascension était racontée de manière dramatique, détaillée et enjolivée, entrecoupée d'intermèdes historiques et topographiques, et le spectacle varia maintes fois, mais le thème principal demeurait toujours le Mont Blanc. Donc ça peut sur l'exposition, c'est un peu ça? Oui, en fait, l'idée de l'exposition, c'était de mettre en avant ce personnage et l'impact qu'il a eu à travers ce spectacle. Alors, il faut que je précise qu'il y a 2 expositions en fait en ce moment, parce qu'il y a l'exposition à Chamonix à la médiathèque actuellement, et en parallèle, il y a une exposition au Musée national de la montagne à Turin, parce qu'en fait, c'est un projet de partenariat entre les 2 musées qui se traduit par plusieurs choses, notamment par des expositions. Et donc à Turin, il y a vraiment l'idée d'une exposition sur le fait de vendre une aventure, d'en créer un spectacle et de la vendre à un public. Parce que si vous avez l'occasion et la chance d'aller visiter l'expo de Turin, le fil conducteur, c'est vraiment tout le marketing qu'a créé Albert Smith autour de son spectacle. Parce que donc il a écrit un récit, il a fait un spectacle et il a fait des produits dérivés. Et notamment, je crois que j'ai mis l'image. Il était malin quand même, hein? Il avait tout compris. Il avait tout compris avant. Il avait tout compris. C'est lui, d'ailleurs. Albert Smith, ouais. Il avait fait un jeu de loi, par exemple. Il avait fait des éventails aussi qu'il vendait aux dames qui venaient au spectacle, etc. Et donc l'exposition de Turin aborde vraiment cette question-là. L'exposition à Chamonix, elle prend un autre angle, c'est sur la question du récit. Donc on part du début du 19e siècle avec les inspirations d'Albert Smith. Vous verrez exposer des éditions originales du livre Les paysans de Chamonix, qui date de 1823 et qui est anonyme, on ne connaît pas l'auteur, et qui raconte donc l'accident du docteur Hamel et toutes les... En fait, c'est le voyage d'un Anglais à Chamonix. Et vous avez aussi les éditions originales du Voyage dans les Alpes d'Horace Bénédicte de Saussure ou de l'Ascension du Mont Blanc de John Holjo, qui a énormément influencé Albert Smith. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer comment le récit est intrinsèquement lié à l'alpinisme et comment Albert Smith transcende ça à travers un spectacle. Là, je vais lire un petit passage justement où il parle de... C'est lui qui écrit. Il parle de ces livres que tu viens de citer. Dévorant sans cesse le moindre détail des ouvrages traitant des montagnes, je finis par avoir une assez bonne idée en général des Alpes et de leur topographie. Un ami attentif m'offrit une édition ancienne en 4 volumes de l'œuvre de De Saussure et mes premiers efforts en français furent d'essayer de le traduire. Je lus les aventures du capitaine Sherwill et du docteur Clark dans les magazines empruntés à l'école locale et je finis par fabriquer un petit panorama animé figurant les horreurs que l'on attribue au Mont Blanc à partir du récit de M. Holjo, le meilleur de tout ce que j'ai pu lire. Je le peignis et l'exagérais tant, poussé que j'étais par mon enthousiasme, que ma petite sœur, qui était mon seul public, de qualité cependant car elle pouvait le recevoir à l'envi, en devenait blanche de peur. Le temps passa et en 1838, je fus admis comme étudiant à l'Hôtel-Dieu de Paris. Mon amour de jeunesse pour les Alpes ne s'était pas estompé et lorsqu'en septembre les vacances arrivèrent, 12 livres en poche et un vieux sac militaire sur le dos, je quittai Paris pour Chamonix avec un de mes modestes camarades, à présent devenu chirurgien adjoint dans un des régiments de hussards. Donc en fait, la première fois qu'il vient à Chamonix, alors que déjà avant il avait commencé un spectacle pour sa sœur, il est déjà grand, quoi, en 1838. Il est né en 1816. Il a 22 ans. 22 ans. Ouais. Mais les récits dont il parle, Holjo, vous l'avez, oui, quelques-uns. Ouais, c'est un très beau récit.
Voilà, c'est remarquablement bien écrit. D'ailleurs, c'est considéré comme un livre de littérature alpestre, parce qu'effectivement, c'est un des tout premiers qui parle du récit de l'ascension du Mont Blanc, avec une très belle littérature, très bien écrit avec des dessins, et Ojo a beaucoup inspiré, effectivement. Il faut savoir qu'à l'époque, les voyageurs avaient l'habitude de faire des récits de leur voyage, de raconter. Alors, il y avait beaucoup d'éditions à leur compte, donc beaucoup ont disparu, mais maintenant ça reparaît un petit peu sur le marché. Et puis il y a eu deux éditeurs, il y avait deux auteurs, Sherwill et Ojo. Et Sherwill est important parce qu'il a été le premier à faire des recherches historiques sur Chamonix. Déjà à l'époque, quand il était venu en 1825, je ne sais plus très bien, il avait déjà fait des recherches historiques. Donc, sur l'origine de Chamonix, c'est assez intéressant. Et après Ojo qui va éditer, et qui va éditer trois fois de suite, jusqu'en 1867, donc bien après finalement la fameuse Ascension, parce que c'était un très bel ouvrage, et ça reste un très bel ouvrage que je dirais. Il nous en reste que 3. C'est très beau dessin. Des dessins d'Ojo justement. Et c'est des dessins qui ont énormément marqué Albert Smith, parce que quand je vais vous montrer les dessins qui illustraient le spectacle, on retrouve un petit peu les mêmes idées de danger, de précipice, d'orage. Enfin, c'est beaucoup ça qui est mis en avant en fait. C'est les dangers de l'ascension. Ouais. Et on trouve déjà ça chez Ojo et on le retrouve chez Albert Smith. Donc son premier séjour à Chamonix, il n'a pas de sous, donc il fait que marcher. Hein, c'est ça? Sans prendre de guide. Sans prendre de guide, évidemment. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de remontée mécanique, donc il va quand même à pied ou vraiment, la flégère, enfin tout le circuit, quoi. Et quand il rentre, lorsque je rentrais en Angleterre, de nombreuses affaires m'occupèrent l'esprit. Le travail d'un gros cabinet médical de campagne me laissait peu de temps pour penser à d'autres choses. Cependant, lors d'une soirée ennuyeuse, je ressortis mon vieux panorama et comme notre village était alors tout occupé par la création d'une société littéraire et scientifique, il me vint à l'esprit de faire une grande conférence sur les Alpes. Profitant de mes quelques instants de liberté, je reproduisis toutes mes gravures à échelle relativement grande, environ 3 pieds de haut, avec une lumière si hardie, des ombres et des rayons de soleil couchant, que depuis lors je tremble de ma témérité en les regardant. Puis, ayant imaginé un mécanisme simple pour les dérouler avec l'aide d'un charpentier, je retins les meilleurs passages du récit de M. Ojo et quelques interpolations de mon cru, et je produisis une conférence qui fut considérée comme un succès au village. Déjà, il attaque. Il avait certainement le sens du récit. Ouais, hein, la mise en scène et tout. Dans les critiques de son spectacle, on disait que c'était surtout son talent théâtral qui faisait un peu... qui marquait le plus les gens. Il avait tendance à faire des imitations, il faisait des chansons sur les gens qu'il avait croisés. Et apparemment, il y avait beaucoup d'autodérision parce qu'il se moquait surtout des Anglais en voyage à l'étranger. Et ça plaisait beaucoup. Donc après, il est revenu presque chaque année à Chamonix. Hein. Et bah oui, il est revenu de nombreuses fois jusqu'à ce qu'un jour, tous les ans, jusqu'à ce qu'un jour, il y a un guide, donc Terrasse, qui lui propose, on va t'emmener faire le Mont Blanc, quoi, parce que c'était une obsession quand même. C'est un hôtelier. Hein? Un hôtelier, oui, pardon, l'hôtelier. L'hôtelier de l'hôtel de Londres, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. En fait, il y a un passage où il explique, à force de venir à Chamonix, il dit petit à petit, les guides en vinrent à me considérer comme un habitué du village. Et lors de nos randonnées, j'en vins à les découvrir comme des compagnons lucides, intelligents et même cultivés. Mais quel que soit le sujet d'une conversation, au départ, nous en arrivions toujours au Mont Blanc. Et lorsque je quittais Chamonix l'année dernière, Jean Terrasse me fit à moitié promettre de revenir au mois d'août suivant pour essayer de tenter l'ascension en sa compagnie. Pendant tout l'hiver, cette idée me hanta. Je savais par mon implication dans la littérature des romans feuilletons qu'il faut parfois se forcer pour se jeter à l'eau. Et finalement, 2 semaines de liberté se présentèrent. Il avait quand même un peu peur, hein? Oui, il n'était pas sportif, hein, contrairement à beaucoup d'anglais. Ouais. On avait l'habitude de voir. C'était pas son fort. Et donc, quand il arrive à Chamonix, à l'hôtel de Londres, apparemment, le temps n'y est pas. Il ne va pas être tout seul. Enfin, là, il y a un passage où il raconte.
il raconte qu'il rencontre d'autres... bon, je vais le dire. Dans la cour de l'hôtel de Londres, le vendredi après-midi, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de 3 jeunes gens qui venaient d'Ouchy, sur les bords du lac de Genève, avec l'intention de tenter l'ascension. Nous décidâmes immédiatement de réunir nos caravanes. Le soir même, Jean Terraze l'aîné, Jean Carrier et Gédéon Balma vinrent nous voir afin d'établir nos plans. Le temps avait malheureusement changé, il pleuvait sans arrêt. Le vent venait de la vallée, ce qui est toujours mauvais signe, et les nuages étaient si bas que nous ne pouvions voir les aiguilles ni le sommet du Brévent. Nous étions cependant si déterminés à partir que nous aurions bravé tous les risques. Tous les préparatifs en matière de provisions et de vêtements furent laissés à M. Terraze, le propriétaire de l'excellent hôtel de Londres, et il était entendu que nous devions tous nous tenir prêts à partir en moins d'une demi-heure. Donc en fait, la météo, ils ne connaissent pas trop, comme maintenant, donc là, le temps n'est pas terrible. Et ils sont obligés de se tenir prêts au cas où, au dernier moment. Oui, les guides de l'époque savaient, voilà, comme les guides de maintenant, c'est-à-dire en fonction du nuage, on peut dire tiens, peut-être demain ça arrive de partir, et ils savaient qu'en fonction de ce temps-là, ils pouvaient peut-être, imagine, partir le lendemain. Ils avaient cette connaissance quand même, en fait, que les gens du pays, ça c'est sûr qu'ils l'avaient, donc ils pouvaient faire confiance à ces guides. Voilà, d'attendre le dernier moment et de se tenir prêt, parce que enfin, c'est pas, je ne sais pas si c'est une technique les guides ont encore actuellement, je pense pas. Un petit peu quand même. Un petit peu. À une demi-heure près. Et donc là, ça y est, ils sont prêts. Tout d'un coup, en fait, c'est marrant parce qu'ils vont voir, à un moment donné dans le livre, il y a un passage où comme ils ne connaissent pas la météo, ils vont voir le coucou là, caché Balma, un espèce de truc qui dit toujours le suisse. Oui, mais qui dit le contraire de la météo. S'il dit qu'il va faire beau, c'est qu'il va faire mauvais. Enfin bon, pour dire, bah, c'est marrant. Mais il a l'air de... Il y a du récit, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle. Ouais. Mais je vais quand même vous lire la liste des provisions, parce que ça, c'est... Donc, il faut savoir qu'ils sont 20 personnes à tenter l'ascension. Donc, il y a 4 guides par client. Donc, les 4 clients, c'est donc notre Albert Smith et les 3 qu'il a rencontrés dans la lecture tout à l'heure, qui viennent d'Ouchy. Et puis après, il y a d'autres gens, il y a des porteurs, il y a des volontaires, enfin il y a plein de monde, mais ils comptent pour du beurre, ceux-là, ça compte surtout. Donc les provisions pour les 20 personnes qui vont donc partir au Mont Blanc, donc il fallait vraiment préparer les sacs. Donc, 60 bouteilles de vin ordinaire, 6 bouteilles de Bordeaux, 10 bouteilles de Saint-Georges, 15 bouteilles de Saint-Jean, 3 bouteilles de cognac, 1 bouteille de sirop de framboise, 6 bouteilles de limonade, 2 bouteilles de champagne, 20 miches de pain, 10 petits fromages, 6 tablettes de chocolat, 6 paquets de sucre, 4 paquets de pruneaux, 4 paquets de raisins secs, 2 paquets de sel, 4 bougies de cire, 6 citrons, 4 gigots de mouton, 4 épaules de mouton, 6 rôtis de veau, 1 rôti de bœuf, 11 grosses volailles et 35 petites volailles. Et nos marathoniens, ils rigoleraient là, c'est le régime protéines et alcool. Hein. Viande et alcool, quoi, pratiquement, c'est que ça. Hein. Que ça, oui. Donc voilà, juste pour un petit aperçu de ce qui se passait à l'époque. Je trouve que c'est une des forces aussi de ce récit, c'est de nous donner un aperçu concret de comment ça se passait, une ascension du Mont Blanc en 1850. Finalement, il y a l'expérience de une quarantaine d'expéditions jusque-là. Donc comment ça se passe, qu'est-ce qu'on prend, qui s'en occupe là, visiblement c'est l'hôtelier qui prend les choses en main, qui fait appel au guide, qui prend les provisions et d'ailleurs à la fin il facture tout. Et donc il y a un côté aussi concret de comment ça se passe qui est intéressant. Et puis donc il y a un départ, donc quand ils partent, en fait ils partent en fanfare quoi. Hein, c'est l'événement, c'est-à-dire que il est anglais, il y a déjà la clientèle anglaise qui rêve de faire le Mont Blanc mais qui ne peut pas le faire, donc du coup ils représentent leur espoir à eux. Donc c'est effectivement ça, les touristes qui viennent ici et qui accompagnent cet anglais qui va tenter l'ascension du Mont Blanc. Et puis il y a toujours, moi je pense qu'il y a tous les gens du pays qui viennent accompagner parce qu'ils ont voir passer déjà beaucoup de monde. Déjà on a dit 151, ils ont l'habitude de voir passer du monde et de voir passer des touristes. Et ça, je pense que ça les amuse beaucoup. Je pense que ça les amuse beaucoup de voir s'ils vont y arriver ou pas y arriver. Parce que on sait bien que dans les expériences précédentes, il y en a qui ne sont jamais arrivés au sommet un peu dépiqués. Donc je pense que c'était effectivement un événement. Ouais. Et donc alors ils partent en caravane, là, comme ça un peu long, et en fait,
toujours pas de remontée mécanique, donc je voulais partir de Chamonix, et ils partent au pèlerin. Et ils passent par la montagne, Là, ils la passent par cascade déjà. ils traversent les pèlerins, la cascade, ils montent jusqu'à la Para, pour ceux qui connaissent. Hein. Après, ils montent au refuge de la pierre, À l'échelle. à l'échelle, Voilà. et là, ils traversent. Donc, ils montent en mulet, quand ils pouvaient, mais ils trouvent quoi que le mulet, finalement, C'est dangereux. c'est pas génial, c'est pas génial. Et bon, il dit, je vais peut-être me reposer en vraiment pointant le mulet, et après, on attaque le glacier. Et c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Et il y a de l'humour. Et là, justement, il y a la pierre à l'échelle. Nous devions à présent nous cramponner sur leurs flancs pour gagner la glace. En fait, là, il parle de ces mulets. Cette partie de l'ascension nécessite du courage et sur la fin du passage, avoir le vertige serait fatal. Le long de la pente, qui est fort raide, les chèvres ont tracé un grossier sentier d'environ 1 pied de large. Sur la gauche, votre épaule frotte sur la roche et à droite, il y a un effrayant précipice au fond duquel, à des centaines de pieds au-dessous, se trouve un mélange de glace, de blocs et de granit, de pierre et d'une eau sale et grondante qui constitue la bordure du glacier. La vue est superbe, mais on ose y porter les yeux. C'est seulement lorsque le sol meuble se dérobe sur votre pied droit et que vous glissez presque dans le précipice, vous le feriez si le guide ne vous saisissait pas par le bras en vous serrant comme dans un étau, que vous cessez de regarder autour de vous pour vous fixer sur les pas de l'homme qui vous précède. Le sentier monte et descend, mais sa tendance générale est cependant de descendre. En 20 minutes environ, nous étions arrivés au fond du ravin, et là, nous eûmes encore une demi-heure d'escalade difficile sur d'instables blocs de rochers qui mirent nos chevilles à mal, jusqu'à ce que, enfin, nous atteignîmes la deuxième étape de notre ascension, si on peut ainsi la nommer. C'était encore un énorme rocher appelé Pierre à l'échelle, sous laquelle d'année en année on abrite une échelle et dont les guides se servent pour passer les crevasses du glacier. Il en restait les débris d'une vieille, dont les barreaux furent immédiatement réquisitionnés comme bois de chauffage. Oui, c'était une étape. Ça existe encore, non? Ah bah oui, ça existe encore, bon, il y a juste que des restes, hein, pour ceux qui connaissent, à un moment donné. De la pierre Je ne sais pas si elle existait à cette époque-là, 1851, je ne suis pas sûre. Non, Elle n'existait pas encore. Pierre pointue. C'était Pierre pointue, exactement, oui, oui. 2060. Oui, exactement. Et donc là, c'est juste au sommet de... Au-dessus, quand tu... Vas-y, tu connais mieux que moi. C'était avant de prendre pied sur le glacier. Ah oui? Mais côté versant gauche du glacier, quoi. Rive droite du glacier. Rive droite. Oui, enfin oui, rive droite quand le glacier descend. Oui, effectivement, rive droite, en regardant, je dis... Ok. Et c'était un endroit où, effectivement, dans tous les récits qu'on a de premières ascensions du Mont Blanc, ils déposaient les échelles là, ils les laissaient quand ils redescendaient du glacier pour ne pas les descendre jusqu'à Chamonix. Ils déposaient sous une pierre les échelles, ils se piquaient entre eux, c'était pas très. Voilà, il fallait en faire d'autres parce que c'était plus solide. C'était avant, effectivement, un matériel plus sophistiqué. Mais parce que la première ascension, ils étaient quand même passés par la montagne de la Côte. Ouais. Là, ils ne passent pas par la montagne. Voilà. Donc c'est déjà plus l'ascension C'est déjà historique. plus l'ascension historique. Ouais. D'accord, donc ils commencent à poser le pied sur le glacier. Là, c'est le début de l'aventure qui commence. Et ça devient un peu plus compliqué. Progressivement, notre itinéraire devint moins praticable. Nous devions cheminer en zigzag le long des pentes très raides et dévier de notre trajectoire pour contourner des blocs de glace menaçants ou des crevasses suspectes. Les porteurs commençaient à se plaindre. Une dispute éclata entre eux et les guides concernant le poids jusqu'où leur aide devait s'exercer. Il a fallu sans cesse ajouter une bouteille de vin à la récompense qui leur avait été promise à leur redescente à Chamonix. Ouais, mais ça donne une bonne réputation. Durant tout ce temps, la montée avait été régulière, puis le glacier devint si chaotique et les crevasses si fréquentes et si béantes que les guides décidèrent de nous encorder en laissant un intervalle d'environ 8 pieds entre chaque homme et se préparèrent pour les affaires sérieuses. Le voyageur, qui n'a vu que la mer de glace, ne peut que se faire aucune idée véritable de la beauté terrifiante de la partie supérieure du glacier des Bossons. Il se rappelle les parties inférieures de ce dernier qui semblent émerger des champs de maïs et des vergers de Chamonix, avec ses tours et ses ruines de glace la plus pure, comme un long fragment de quartz agrandi de manière incroyable. Quelque part à partir du Mont-en-Vert, nous ferons découvrir les abîmes de cette mer, mais ils ont peu de choses en commun avec l'étendue effrayante que nous nous préparons à traverser. Bon, là, on a du mal aussi à s'imaginer, enfin,
Si, quand même. Si, je veux dire, je pense que tout le monde qui a marché sur un glacier à un moment ou à un autre s'est fait peur de toute façon. Mais le glacier à l'époque aussi, c'était autre chose quand même. Je ne sais pas si les glaciers à l'époque, je ne sais pas, moi c'est peut-être les guides qui peuvent mieux nous dire, est-ce qu'ils étaient identiques, est-ce qu'ils étaient plus crevassés? C'est pas sûr qu'ils soient plus crevassés qu'ils le sont maintenant. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les parties descendantes, ils étaient plus crevassés. C'était plus crevassé dans les parties descendantes. Comme actuellement les séracs de la mer de glace. C'est ça, voilà. Les zones qui sont très crevassées. Comme les glaciers étaient plus importants, dans les parties déclives, ils étaient plus de tours de glace. C'est pour ça que comme là, on voit aussi, on voit que c'est des falaises presque. Hein. Ça ressemble presque à des falaises, on compare ça à des falaises. Il y a peut-être une vue si on voit le glacier des poissons jusqu'en bas. Non. Ah si, ah non, c'est la mer de glace. Là, c'est la mer de glace. Si on doit voir, je l'attache ici. Ah voilà. Là, là, on peut peut-être montrer le trajet un peu pointé. Bah, je sais pas, c'est à vous de vous dire, mais si, hein, parce qu'en plus de ça, la représentation n'est pas identique. Hein. Donc il traversait, il passait par ici, il remontait en fait là, il remontait le long, si j'ai bien compris, il remontait le long là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la voir en lien qui était par là, mais il remontait, il traversait le glacier ici pour aller sur les grands mulets, il traversait plus loin. Voilà. À peu près ça va presque. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à peu près l'itinéraire actuel, je pense. Oui, certainement. Mais il remontait effectivement le long de la rive droite, quoi. Plus que traverser, voilà, je pense. Oui. Puis ils arrivent effectivement, donc en fait, le premier jour, le premier matin, ils partent comme ça, ils montent dans la forêt, ils traversent le glacier et ils arrivent au Grand Mulet le soir. Nous filme une belle fête cet après-midi-là sur les Grands Mulets. Bon, à l'époque, il faut quand même dire qu'il n'y a pas de refuge, hein. C'est juste des cailloux. C'était la première étape de notre ascension et certainement pas la plus facile, mais nous l'avions accomplie sans dommage ni la plus petite blessure. Le sentiment de notre succès jusqu'à cet instant, l'air pur et transparent, l'excitation qui s'attachait à l'endroit même où nous nous trouvions et la nouveauté étrange et déconcertante du paysage environnant produisaient une exaltation de l'esprit que je n'avais jamais éprouvée jusqu'alors. Ce sentiment était partagé de tous. Nous chantâmes en riant et nous fîmes en sorte que les guides s'associent autant qu'ils le pouvaient à la liesse générale. Nous leur racontâmes des histoires que nous traduisions à leur intention, tant et si bien qu'aucun d'entre eux, je le crois, n'oubliera jamais ce repas. Une amusante distraction nous fut offerte par le jeu consistant à précipiter des bouteilles du haut du glacier. Nous les jetions à partir des rochers aussi loin que nous en étions capables et nous observions leur descente. Lorsque par chance, elles partaient goulot vers l'avant, elles décollaient avec une vitesse incroyable, sautant les crevasses grâce à leur propre élan, jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans le lointain. L'excitation des guides pendant cette distraction était tout à fait incroyable. Une tribune pleine de parieurs n'en aurait pas montré une plus grande un jour du derby. Leur anxiété quand une bouteille approchait une crevasse était intense, et si l'abîme était franchi, ils criaient de plaisir « Voici un bon coureur !» ou bien « Tiens, comme il saute bien !» Et voici les cris qui jaillissent de leur poitrine. « Le grand s'arrête, il est perdu, quel dommage !»« Non, il marche encore !» Tout cela n'aurait pas pu être dit avec plus de sérieux s'ils avaient observé un troupeau de chamois. À ce propos-là, John Ruskin, ils étaient tous appelés Ruskin quand on est là-haut, avait été très choqué par cette description parce que vraiment, il estimait que ce n'était pas à reconnaître la montagne telle qu'on devait la voir, dans le mythe un petit peu de l'ascension exceptionnelle, héroïque. Ouais. Et il avait beaucoup critiqué justement Smith à cause de ce petit récit-là, de cette partie-là où vous avez osé s'amuser au pied du Mont Blanc, qui quand même avec des bouteilles vides, c'est fait critiquer, c'est surtout ça. Des bouteilles bues. Des bouteilles bues, ouais. Donc ça c'est pas mal. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas hein, aussi. Hein. Nous on raconte un peu l'ascension, mais vous avez le droit de poser des questions. Ça c'est une image qui représente les Grands Mulets par Beverley. Et c'était des images comme celle-ci qui illustraient le spectacle.
d'Albert Smith. Donc vous pouvez imaginer, en plus du récit, l'image, l'impact que ça pouvait avoir sur l'imagination d'une personne qui n'avait jamais vu les Alpes, qui n'avait jamais vu Chamonix, jamais vu de glacier. Et donc il avait des représentations assez fantastiques comme celle-là. Oui, j'imagine qu'il avait quand même l'art du récit, parce que la manière dont il raconte quand ils arrivent au Grand Mulets, puis eux, c'est quand même un peu épuisé, ils voudraient bien s'asseoir au pied du Grand Mulet, et les guides disent non, parce qu'eux ils savent que le soir, quand la nuit tombe, on va se peler de froid sur la neige, et qu'il vaut mieux monter sur, d'ailleurs, sur cette partie-là, une sorte de petite terrasse, si vous voulez, où le soleil, finalement, pendant toute la journée à donner, il va réchauffer la pierre, et que pour passer la nuit, c'est quand même plus agréable. C'est pas, il le dit dans son... Oui, il le dit, il explique, ouais. Oui, mais il avait certainement une manière de raconter qui était tout à fait étonnante. Ah, il est assez marrante. C'est drôle, c'est drôle. Donc en fait, ils font la fête, comme ils racontent, ils se reposent un petit peu, mais en fait, ils partent au milieu de la nuit. À la frontale, mais ils n'ont pas de frontale, à la bougie, quoi. Donc ça, il le raconte bien aussi. Il le raconte bien pour arriver finalement, pour arriver au grand plateau, aux Roches Rouges. Donc, est-ce que là, c'est encore l'itinéraire actuel des Roches Rouges? Je sais pas. Beaucoup, hein. Non, je pense pas. Ça allait plus beaucoup, hein. Oh, tellement longtemps que je suis pas passé par les Grands Mulets. David, ça te dit quelque chose, les Roches Rouges? C'était la voie que l'on faisait à ce moment-là. Hein. Mais maintenant? Mais maintenant, je ne sais pas si on a encore. Ça se fait encore, mais je ne sais pas si ça passe pas. Alors, quand il arrive au Rocher Rouge, il commence à fatiguer quand même l'ami Smith, parce qu'avec tout ce qu'il a bu et depuis le temps qu'il est parti, mes paupières étaient très lourdes depuis 1 heure, et si je n'avais pas eu la nécessité absolue et vitale de les conserver grandes ouvertes, je crois bien que je les aurais fermées depuis longtemps. Mais à présent, un désir si étrange et irrésistible de m'endormir s'empara de moi, que je faillis presque dévisser en m'asseyant quelques minutes pour lasser mes chaussures. Cependant, les guides de tête se remirent en route et je fus obligée de suivre la caravane. À partir de cet endroit et jusqu'au sommet, pendant une durée de 2 heures, je fus dans un curieux état qui était un mélange d'inconscience et d'instance observation, de sommeil et de veille, et le mot suranné, ensorcelé, est le seul que je puisse appliquer à l'état de confusion et de bouleversement des sens dans lequel je me trouvais plongée. Tout en ayant la parfaite conscience du lieu où j'étais et de ce que j'y faisais, ayant même la circonspection nécessaire pour placer mes pieds au bon endroit dans la neige, je vis soudain apparaître une série de spectres absurdes et invraisemblables. Foule tout aussi dense que celle d'un sabbat de sorciers une nuit de printemps dans les montagnes du Harz. Je ne suis pas suffisamment versée dans les dernières théories de la psychologie du sommeil pour savoir si un tel état existe bien, mais je pense que pendant la majeure partie de ce moment déconcertant, j'étais profondément endormie, mais avec les yeux grands ouverts. Et à travers eux, mon esprit vagabondait, percevait des impressions extérieures. Ainsi, lorsqu'on s'éveille, on prolonge parfois encore les fantasmes de ses rêves en les reloyant aux objets de sa chambre. Il est difficile d'expliquer l'état étrange dans lequel j'étais, pour ainsi dire, embrouillée. Tout était aussi fou et incohérent, et cela me tourmentait douloureusement. Mes sens divaguaient tellement, je titubais, je chancelais à tel point que lorsque nous eûmes franchi le champ de neige et atteint le pied d'un mur de glace presque perpendiculaire de 300 ou 400 pieds de haut, le terrible mur de la côte qu'il nous fallait gravir à présent, je m'assis de nouveau dans la neige et déclarai à Terrasse que je n'irais pas plus loin et qu'il pouvait me laisser là s'il le voulait. Là, il a le sens aussi de tragédie. Je crois qu'on a le mur de la côte. Voilà, c'est là. Là, la représentation du mur de la côte. Alors, là aussi, c'est un petit peu. Ça a été contesté par les gens qui faisaient de l'alpinisme, qui montent le Mont Blanc, ceux qui vont être à l'origine de la création du club alpin anglais. Ils ont contesté, ils trouvaient que la pente était quand même un peu trop raide par rapport à la réalité de la rivière, un peu exagérée. Hein. Mais Ojo, il passe ce mur de la côte de la même manière. Donc ça veut bien dire que ce mur devait être très raide quand même à l'époque, peut-être qu'il a changé depuis, ça je ne sais pas, et qu'il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas de chaussures à clous, il n'y avait pas encore de chaussures à clous. Hein.
Donc ils avaient des semelles, donc les guides faisaient des marches et ils devaient tailler les marches. Ils avaient des chaussures de cuir. Donc je pense que c'était très impressionnant ce lieu de la côte. Puis quand même l'état dans lequel il est, là, avec tout ce qu'il a bu, pas dormi depuis 3 jours et tout, et puis il mange rien quoi, hein, parce que pratiquement, ils racontent qu'ils ont oublié de prendre les couteaux. Les couteaux, les fourchettes aussi au début du livre, ils ont les volailles, alors ils sont obligés de manger à la main comme ça. Donc ils sont dans un état second. Hein. Il est dans un état complètement second, mais finalement on continue. Mais Ojo dit la même chose quand même, parce que c'est bon, c'est le problème d'altitude, hein, chapitre 2, on le sait tous. C'est l'altitude un petit peu délicate et on a l'esprit un peu embrumé. Il le décrit bien, ouais. Enfin, finalement, il y va quand même, hein, il réussit le sommet, je ne vais pas tout raconter, parce qu'il faut quand même lire le livre. Et puis, il y a la redescente qui est incroyable aussi, c'est à mourir de rire. Ils font de la luge, tous, à la ramasse. Il y a une technique, ils expliquent plus ou moins. Voilà. Les guides arrivent à rester debout, mais les autres n'essayent même pas, ils préfèrent partir. Ouais. Alors au début c'est marrant, puis après quand ils retrouvent le glacier c'est moins marrant je crois, parce que le glacier a un peu fondu, il a fait chaud, c'est moins gelé, ils ont un peu peur quand même. Hein. Donc, et puis surtout, après il y a l'arrivée triomphante à Chamonix, ça c'est incroyable. Ils arrivent donc, ils reprennent le même itinéraire, ils arrivent au Pèlerin. Et au Pèlerin déjà il y a plusieurs dames et messieurs qui étaient venus jusque à notre rencontre. Ainsi, avec les amis et familles de guides, nous formons vraiment un groupe nombreux. On nous suggéra humblement de monter sur nos mules afin de rendre notre entrée à Chamonix aussi triomphale que possible. Ainsi, après que les hommes ont bu avec leurs amis, parce qu'ils n'arrêtent pas de boire hein, tout le temps, puis trinquer entre eux, et en fait avec tout le monde, nous nous mîmes en ordre de marche pour traverser les champs entre les deux villages. Les deux terrasses, Balma et Carrier, marchaient devant, munis de leurs haches. Ils étaient les chefs de ce groupe et dévoués à notre service. Puis nous venions sur nos mules. Après nous marchait le reste des guides avec les membres de leur famille venus les accueillir. Les petits garçons et les filles, tout fiers de porter leurs bâtons, comme s'ils faisaient partie de la procession. Enfin, les porteurs et les volontaires fermaient la marche, portant les sacs. Dans cet ordre, nous allâmes gaiement à travers les champs qui longent l'Arve dans la lumière vive de l'après-midi, recevant en chemin des bouquets des mains des filles et rencontrant de nouvelles personnes venues de Chamonix à chaque instant. Nous avions entendu les canons tonner depuis que nous avions quitté les pèlerins, mais en entrant dans le village, on nous reçut avec une incroyable salve d'artillerie alpine tirée du toit du nouvel hôtel royal ainsi que du jardin de la cour de l'hôtel de Londres. Toute la population était dans les rues et sur les ponts. Les dames dans les hôtels agitaient leurs mouchoirs, les hommes nous acclamaient. Un harpiste et un violoniste arrivaient à présent rejoindre le cortège. Et lorsque nous entrâmes dans la cour de notre hôtel, M. Édouard Terrasse avait dressé une petite table avec de jolis bouquets et des chandelles que l'on aurait pu prendre pour un hôtel, si ce n'avait été la demi-douzaine de bouteilles de champagne qui la décoraient. Nous fûmes conviés à boire avec lui pendant que l'on admirait que chacun voulait nous serrer la main. C'était comme ça. C'est la fête. 1851. 1851. Vous êtes tenu encore le canon. C'était encore un événement. Ouais. Incroyable. 70 ans après, c'était encore un événement. 60 ans. 60 ans. Ouais, 60 ans après. Ça reste encore un événement. Alors c'est ce qu'on disait avec Laure, on ne sait pas très bien quelle ascension il a faite. Si c'est la 42e, la 51e, on ne sait pas très bien. Il faut peut-être que... Je ne sais pas les années, je pense. Dans le registre de la compagnie des guides, je crois que c'est dans 50-51. Voilà. Mais voilà, c'est pas forcément ça aussi, donc c'est amusant. Donc c'était encore un événement à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que après, tu vas parler effectivement de ce qu'il va en faire, et ce qu'il va vraiment faire basculer. C'est-à-dire que les gens, les Anglais vont venir à Chamonix pour faire le Mont Blanc. Alors qu'avant, ils venaient pour voir les glaciers. Donc éventuellement, ils tentaient la chanson du Mont Blanc. Et tout d'un coup, ils se disaient qu'ils pouvaient peut-être le faire. Donc lui, il va vulgariser la présentation. Il va tout simplement... Il va le rendre à la mode. Il va le mettre à la mode. Ce titre, il est très bien. C'est vrai que à la mode, c'est vraiment... non seulement par son récit, mais par effectivement la présentation de son spectacle. Et il semble en plus qu'Albert Smith, après son ascension, il revient encore tous les ans jusqu'en 1858
Et il préside après les banquets des autres qui ont réussi l'ascension du Mont Blanc. Par exemple, vous avez MacGregor qui fait son ascension en 1853. C'est l'ascension au cours de laquelle on inaugure le refuge des Grands Mulets et qui donne lieu à ces dessins-là. Ces 4 dessins-là, donc c'est une ascension en 1853. Donc Albert Smith accompagne jusqu'au Grand Mulet mais ne fait pas la suite de l'ascension. Et au retour, ce ne sont pas les vainqueurs du jour qui président le banquet, mais c'est Albert Smith. Donc c'est pour montrer son importance. Et il y a dans une nécrologie, je crois qu'on l'appelait le monarque de Chamonix. Il était acclamé dans les rues. Et il y avait même des jours fériés décrétés quand il arrivait. Enfin, il avait vraiment un impact sur la population de Chamonix. Il a fait venir le roi d'Angleterre, enfin il a fait venir aussi tous les notables britanniques, parce que son spectacle, devait être quelque chose d'assez ahurissant, hein, parce qu'ils faisaient donc une forme de diorama, on va dire. On dit un diorama, c'est des peut-être mieux décrire que moi. Hein, ouais, en fait, il faut imaginer le chalet que je vous ai montré tout à l'heure. Il déforme un peu, hein, c'est pas un chalet, c'est suisse. C'est un chalet suisse. Et il passait avec des grandes bâches les images de l'ascension. Alors, le spectacle d'Albert Smith, c'était pas seulement l'ascension au Mont Blanc, c'était le voyage de Londres au sommet du Mont Blanc. Donc chaque année, il a fait 6 saisons de spectacle et chaque année l'itinéraire changeait. Une fois il passait par la France, une fois il passait par l'Allemagne, etc. Donc pour renouveler un peu l'intérêt du spectateur, pour qu'il revienne chaque année. Mais la fin c'était toujours la même, donc c'était l'ascension du Mont Blanc. Et donc il passait ces images et lui racontait en même temps en faisant des chansons, des imitations. Apparemment, donc, il y avait des Saint-Bernard, des chamois, des jeunes femmes en costume. Et l'idée, c'était vraiment de faire vivre aux gens l'ascension du Mont Blanc par procuration. Ils avaient vraiment l'impression d'y être d'une certaine façon. Et son spectacle, comme disait Christine, fait en fait passer les Alpes d'un objet lointain, inaccessible, qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine même pas, à quelque chose de familier. Et du coup, cette familiarité donne envie et fait que de plus en plus d'Anglais viennent à Chamonix à partir des années 1850. Et après, ce sera la période qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme, qu'on a appelé l'âge d'or de l'alpinisme, et qui voit les Anglais débarquer en nombre. Alors, le train aide aussi, parce que le train arrive à Genève depuis peu. Et ils vont se mettre à conquérir l'ensemble des Alpes. Donc Albert Smith, il est vraiment au début de cette histoire de conquête des Alpes, et c'est lui, entre autres, qui a donné cette envie-là. Alors quand ils ont créé, entre autres, le club alpin à Londres, en Italie, puisque c'est le premier club alpin qui a été créé, alors ils ne savaient pas s'ils voulaient accepter Smith ou pas. Évidemment, Smith n'était pas un vrai alpiniste, mais il avait quand même fait connaître. Et Whymper, par exemple, disait que s'il était venu à Chamonix, alors le premier voyage qu'il fait quand il vient de Londres, qu'il a 20 ans, il vient à Chamonix parce qu'il a vu le spectacle de Smith. Donc il a vraiment un impact. Donc est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on ne l'accepte pas? Puis finalement on l'accepte, parce que quand même ce Mont Blanc, il l'a fait connaître, même si on n'est pas d'accord sur la manière dont il raconte effectivement son ascension. Hein. Il y a aussi le fait qu'Albert Smith n'est pas un grand bourgeois. Il est un chirurgien. Un chirurgien, c'est un métier qu'on pratique avec les mains. Donc. Il y a aussi ça, l'Alpine Club ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ses cercles. Cette réticence-là. Donc c'est de sa faute si maintenant on a plein d'anglais à Chamonix. C'est la faute d'Albert Smith. Bien sûr. Une publicité incroyable. Disons qu'il est tombé aussi à un moment où c'était vrai qu'on tombe. L'Angleterre était assez rigide, c'est le régime victorien avec des règles assez strictes au niveau de la vie sociale, etc. Donc partir loin, se libérer de ces contraintes était quand même l'une des raisons pour lesquelles je pense au XIXe siècle les Anglais vont quitter, vont faire des voyages parce qu'ils veulent un peu prendre du large avec la règle de la vie sociale. Alors, je pense que c'était seulement une des raisons et Smith ça a certainement contribué à donner une envie plus importante. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'à cette époque-là,
déjà le sport en général, c'est une affaire d'anglais, c'est eux qui codifient énormément les sports collectifs, le rugby, etc. Le sport fait partie de leur éducation, la marche, c'est des très grands marcheurs. Whymper pouvait marcher des kilomètres et des kilomètres sans s'arrêter, ils avaient une vraie force physique à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait que l'Angleterre est un empire et que l'Angleterre a l'habitude de la conquête. Et il y a aussi ça, je pense, qui, dans l'imaginaire collectif, si on va dans les Alpes, c'est pour aller jusqu'au sommet. C'est pas pour faire seulement du tourisme. Je pense qu'il y a cette idée-là aussi. Mais le tourisme aussi est anglais. Le tourisme aussi est anglais. Bah, le terme tourisme, ça nous vient directement de l'Angleterre. C'est-à-dire que les Anglais au XVIIIe siècle envoyaient leurs jeunes hommes partir un peu découvrir les anciennes civilisations. Et ils faisaient ce qu'on appelait le grand tour. Alors ça peut être 3 semaines, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois en fonction des moyens des familles. Et ce terme de tourisme nous vient de ça, du tour. Hein. C'est les auteurs du XIXe siècle qui vont tirer de ce grand tour que faisait l'anglais le mot tourisme. Voilà. Chamonix était inclus dans le grand tour souvent. Et alors Chamonix était inclus dans le grand tour parce que en fait Genève était une étape où les Anglais étaient reçus correctement, c'est-à-dire que comme ils étaient anglicans et que Genève était protestante, les anglicans étaient bien reçus. Donc c'était une étape où on pouvait être sûr d'être hébergé correctement. Il y avait aussi beaucoup de scientifiques qui s'arrêtaient. Et puis, nos 2 premiers Anglais qui vont venir, vous les connaissez tous, Windham et Pocock, c'est parce qu'ils étaient à Genève et que de Genève envoyait le Mont-Blanc et qu'ils vont venir découvrir. Nous, c'est nos 2 premiers touristes. Il y a encore des Anglais. Ça, encore des Anglais. Hein. Mais voilà, les Genevois ne poussaient pas tellement les Anglais au départ à venir à Chamonix, les poussaient plus à aller à Interlaken. On voit très bien qu'au début du XVIIIe, ils vont à Interlaken, ils vont voir les montagnes là-bas, ils ne vont pas au Mont Blanc. Mais parce que d'abord, ça ne s'appelait pas Mont Blanc, on disait les montagnes maudites d'abord déjà à cette époque-là. Et surtout, on était en Savoie, dans le pays catholique. Alors, toute la tare que pouvait avoir le pays, donc on ne poussait pas trop. Et ces deux Anglais, on a tout fait à Genève pour pas qu'ils viennent à Chamonix. On a essayé de les convaincre que s'ils allaient dans la vallée de Chamonix, ils allaient être perdus, qu'ils allaient être assaillis, qu'ils allaient tout perdre. On les a conseillé de prendre des armes, ils sont arrivés avec des armes, et puis tout d'un coup, ils sont très bien reçus par les prieurs, et la version va changer. Donc, l'histoire des Anglais à Bastille-Vallée était effectivement très intéressante. Quand on a fait l'exposition du musée Sécurité, on n'a pas abordé ce sujet. Enfin, Albert Smith, comme d'autres artistes anglais, a participé à la notoriété de Chamonix au-delà des frontières. À l'époque, il n'y avait pas d'office du tourisme, c'était pas la peine. Hein. Mais il y avait déjà des guides quand même. En 1838, il y avait déjà des guides. Ça existait déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Albert Smith, les premiers voyages organisés sont organisés tout de suite après. Tout de suite après. Thomas Cook organise les premiers voyages organisés. Les Anglais voyageaient en individuel, mais le voyage organisé en groupe, c'est Thomas Cook. Smith meurt en 1861, et bien 63-64, il y a les premiers voyages organisés par Thomas Cook, et Chamonix fait partie du voyage. Ça, c'est à Paris et à Chamonix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là... Non, mais moi, je suis très contente que vous l'ayez réédité. Oui, c'est bon, c'est sympa. C'est un beau texte, franchement, il est amusant, il est sympa à lire. Vous pouvez nous parler un peu des paysans de l'époque? Les paysans. Là, sur cette image, alors c'est une image plus ancienne, hein, c'est 1827, c'est un peintre français qui s'appelait Villeneuve, qui est venu à Chamonix et qui a fait cette image. Donc là, on voit vraiment le Chamonix rural, avec la rue des Moulins. Avec les moulins, on voit bien les canalisations qui se... Avec la Bédière, voilà. Ce Villeneuve, il avait tendance, il s'intéressait finalement assez peu au paysage, il le représentait comme fond. Et lui, c'est intéressant Villeneuve, parce que lui, il représente vraiment la vie dans les vallées qu'il visita. Et ça, c'est effectivement, on pense que c'est la rue des Moulins, enfin, il n'y a jamais eu qu'un seul, des Moulins. Et puis l'autre rive, là on pense que c'est
un hôtel, qui s'appelait l'hôtel de la Tour, qui a existé pendant quelques années. C'est vers le casino, donc. Vers le casino. Et cette image, elle est un peu plus tardive. Là, c'est plutôt le Chamonix qu'a connu Albert Smith parce qu'il y a déjà les premiers hôtels. Donc l'hôtel de Londres et d'Angleterre où il descendait est là. Ça, j'imagine que c'est l'hôtel impérial. Oui, c'est l'impérial. Et l'hôtel royal qui est l'actuel casino. Mais la plupart des gens étaient paysans quand même. C'était des paysans, hein, des paysans avant tout. Qui vivaient comment de quoi? La grande chance peut-être des paysans de Chamonix, c'est qu'ils avaient du bétail et ils étaient propriétaires de leurs alpages, des biens qu'ils gagnaient grâce aux alpages. C'est une histoire qui remonte à des temps plus anciens au Moyen-Âge où ils avaient réussi à négocier avec les prieurs leur propriété sur les alpages, c'est-à-dire qu'ils le versaient comme petit impôt aux prieurs, et donc les paysans, leur grande activité de la vallée de Chamonix, c'était l'élevage, c'est-à-dire le bétail qu'on mettait en alpage, qu'on montait, qu'on descendait, et la vente des produits de fromage. Ce qui fait que les Chamoniards, bon, alors, on avait une vie rurale évidemment à côté, hein, mais c'était la terre qu'on a, on n'allait pas faire du blé, hein, on n'en a pas eu beaucoup ici, il n'y a jamais eu bien poussé, c'était de l'avoine, etc. Et les paysans pouvaient vendre leurs produits, ils allaient les vendre à Salanches, ou à Martigny, ou même à Genève. Donc la chance peut-être, ça a été ça, c'est que cette vallée, même si elle était isolée, n'a jamais été totalement isolée, c'est-à-dire que les paysans avaient l'habitude d'avoir des échanges avec les étrangers parce qu'eux, ils allaient à l'extérieur. Et même si on a nos deux premiers visiteurs, qu'on considère comme les deux premiers touristes, avant, on avait des gens qui venaient, pas pour voir évidemment, mais c'était des collecteurs d'impôts, c'était les évêques pour exorciser les glaciers, c'était des villageois qui passaient, des commerçants. Il y avait deux grandes foires ici, hein, au printemps et à l'automne, et donc on avait des échanges commerciaux de toute façon. Et cette chance des paysans d'ici, c'est qu'ils étaient propriétaires de leurs alpages. Voilà. Alors, comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu d'incident ou d'accident dans cette première expédition avec Albert Smith, alors qu'ils sont bu, il y avait la ronde, c'est le vol. Je crois. Je trouve que c'est de la chance. Hein. Ils font ça au mois d'août, il fait beau, il y a de la chance. Hein, oui, mais les guides étaient quand même expérimentés. Oui, mais les guides étaient très vigilants. Ouais. Ils étaient toujours très vigilants, ça c'est sûr. On le voit bien dans le bouquin, soit de Joe, soit de celui-ci. Les guides sont toujours très vigilants. Ils ne laissent jamais les clients faire n'importe quoi. Ça, c'est très net. D'abord, je pense qu'ils veulent que leurs clients arrivent en haut. Benin qui a perdu son frère dans la caravane à Mel, qui le raconte. Voilà. Il y a eu un grave accident, en fait. Tu peux le raconter. Le premier accident officiel, c'est l'accident du 120. Où on a le docteur Hamel qui part avec trois connaissances pour faire l'ascension du Mont Blanc, qui sont piégés par le mauvais temps au niveau effectivement du refuge. Enfin, il n'y avait pas de refuge à l'époque. Il fait mauvais temps, il neige, il y a certains des guides porteurs qui s'en vont. Et puis le piège de la montagne ici, c'est qu'après quand il a neigé, parfois il fait très beau. Donc notre Hamel lui dit moi je vais y aller là-haut. Les guides pas très envie, hein, ils ne connaissent peut-être pas la montagne comme ils la connaissent maintenant, mais je pense qu'ils avaient quand même une bonne connaissance. Et puis on raconte que Hamel les aurait un petit peu traités de lâches. Alors, je ne sais pas si ça va jamais retrouver ce récit-là. Donc ils sont partis pour l'ascension, et là l'accident est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse avalanche qui a emporté 3 guides qui ont disparu totalement dans le glacier. Et ça a été le premier accident. C'est le premier. Après, il y en aura bien d'autres. Et c'est comme ça qu'on a établi, je pense que lui en parlait que moi, la première compagnie des guides avec un règlement, le premier règlement. Et entre autres, dans ce règlement, il y a une toute première chose que l'on dit, c'est que ce n'est pas le client qui décide, mais c'est le guide qui décide. Donc 1800, on va fêter 200 ans, 1821, hein, de la création de la compagnie des guides. Et ça, c'est un événement majeur parce qu'effectivement, on reconnaît à ces personnages de la montagne qui connaissent très bien la montagne un talent supérieur à tous les autres, même si nous serons une montagne. Après, malheureusement, des accidents, il y en aura régulièrement. Une petite remarque sur l'ascension.
donc Eric serait mieux placé pour en parler, c'est manifestement il a fait un petit mal de montagne. Dans sa description Bien sûr, pied bien du sûr. nord de la côte, c'est vraiment le nord de montagne. Maintenant, il serait dans le Dauphiné en disant deux ou trois ascensionnistes du Mont Blanc ont tapé des Ah, mais le cocktail, ça aurait été Tous évacué. les jours, il y en a qui sont tous les jours. Tous les jours. Petit mal des montagnes. Ouais. Là, c'était pas le mal aigu, mais c'était le mal des montagnes. Et donc c'était un événement heureux que cet Anglais a fait la promotion de Chamonix, mais maintenant, Est-ce que c'est heureux? Je sais pas. voilà, maintenant, est-ce qu'il y a un rythme à ne pas dépasser, des ascensions? Ça, C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. À laquelle À on ne laquelle on répondait pas. Ah ben la remise en cause est faite par le maire de Saint-Germain, Je sais qui vous empêche de monter au Mont Blanc, un, si vous n'avez pas réservé, deux, si vous n'êtes pas équipé correctement. La semaine dernière, ils ont refoulé un gars qui avait des chaussures que la gendarmerie n'a pas considérées comme suffisantes pour aller au Mont Blanc. Je sais pas comment Est-ce qu'il y a un contrôle de gendarme? À Tétros. C'est du couloir. À tête fausse. Non, alors À Tétros. en arrivant. Donc, il y a effectivement des mesures qui sont prises. Les ascensionnistes ne passent pas forcément par le Oui, c'est ce que j'allais dire. Absolument, bien sûr. Donc il faut que les gendarmes soient Ah non, non, Mobile. sur le chemin. Non, non, mais ils les repèrent. Le volant. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je vous le recommande, ce petit ouvrage, parce que moi, je l'avais découvert quand vous l'avez. C'était à quelle année que vous l'avez écrit? 99. En 99. C'est marqué sur la première page. Et moi, je trouvais dommage parce que j'en parlais beaucoup quand je fais des visites, parce que c'est un moment de l'histoire de Chamonix. Et je suis très contente que vous l'ayez réécouté. C'est grâce à votre exposition, hein, tout est en lien. Hein. Et allez donc voir cette exposition, on a des beaux tableaux à voir. Et, Ouais, à la bibliothèque. et éventuellement, sachez que moi je fais une visite guidée, elle est gratuite, donc c'est vrai que je peux en parler. En tout cas, le 1er août à 11h à la médiathèque. Comme ça nous permet de découvrir, de rentrer un petit peu dans tous ces tableaux. C'est quoi comme jour? Mercredi, je te dis. Mercredi? Oui, je suis sûre. À 11h? Ouais. Ça nous permet un peu de rentrer un petit peu dans ces tableaux, de parler un petit peu de Smith un peu plus en détail. Joli ça. Ça, c'est C'est les... joli ça. C'est la première. Alors, les grands mulets qui... Tu peux dire deux mots, peut-être, David, sur les grands mulets? Parce que tu viens de réaliser une ascension du Mont Blanc en passant par les grands mulets, qui est un peu controversé maintenant, mais qui est la voie historique. Mais ça peut être un passage envisageable. Ah oui, il y a encore des guides qui le font. Voilà. Très peu. Mais ça c'est encore. Voilà, C'est passer par... devenu quand même à la mode au printemps. On veut mieux le faire à ski. Au printemps, Non, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'au Grand Mulet, il n'y a pas un chat et que dans l'autre, au refuge du Cosford, C'est plus La facile. redescente est dangereuse. Au Grand Mulet, au printemps, fin avril, mois de mai, jusqu'au 10 juin, il y a du monde quand même. Oui. Bon. en ski, ouais. Maintenant, il y a du monde au ski, au lieu de suivre l'itinéraire passant par le petit plateau et le grand plateau ensuite, donc par l'arrêt du Dôme, qui n'est pas exposé aux chutes de Serra. À l'arrêt du Dôme. C'est plus technique. technique, parce que plus raide. Mais c'est plus sûr. Ouais. Et sans Voilà. ça, évidemment, la route classique est plus Ouais. facile. Ouais. Les grands mulets, ça fait une tirée. On parle de Bon, c'est partir du bas, mais à l'ancienne. Ah bah oui. Puisque maintenant, il y en a qui courent partout, l'alpinisme est en train de changer. Enfin, il y a des gens qui... Moi, en tout cas, je suis assez. Moi, quand je dis ces récits, l'ascension du Mont Blanc, il y en a plein qui se sont livrés, mais moi, je suis assez sidérée de la forme de ces gens-là. Ils avaient des conditions physiques qui sont bien supérieures à celles que nous avons, même si on a des gens sportifs, mais ils avaient des conditions parce qu'ils dormaient par la refuge. C'est impressionnant. Ils avaient des conditions qu'on n'a plus. Hein. Vous avez l'habitude de boire. Je pense qu'ils marchaient beaucoup. Il n'y avait pas que ça, je pense que ça, c'est. Non, mais je pense qu'ils marchaient beaucoup. Ils marchaient beaucoup. Ils marchaient beaucoup. Ils n'avaient pas de voiture, ils devaient marcher des kilomètres. C'est une éducation à pied. Qui buvait du Bordeaux. Mais l'âge d'or de l'alpinisme, pour ça, c'est vraiment intéressant, tous les récits
qui date de cette époque-là, parce qu'on a des récits où on voit quand ils partent, vous avez les guides qui pendant 8 heures d'affilée sont sur un glacier qui est comme ça, et ils font des marches pendant 8 heures d'affilée. Il faut le faire, ces guides-là, pendant 8 heures, ils alternent, mais il faut quand même taper dans la glace, et le client derrière qui attend, et ils y vont, et puis après ils arrivent dans le marais, ils dorment là. Mais là, ça rappelle un peu les expés himalayennes. Un peu, moi je trouve, c'est assez Tu sympa. m'as fait lire le récit d'un jeune Anglais de 12 ans qui part d'Argentière à pied, avec sa famille, bien sûr, avec ses parents, le lave-rocher, le chapeau, la mer de glace, le couvercle, la pierre à Béranger, le retour par le glacier de l'Échaud, descendre, arriver au Tine et remonter à Argentière dans la journée. À 12 ans. C'est un récit de 1880. À 1880.